Bernard Clavel, L'homme du Labrador, chapitre 3. Ils ont regardé le vieil homme, tout frêle et mal assuré sur le mauvais pavage, s'éloigner dans les lueurs troubles. Lorsque son pas a tourné l'angle, un beau silence s'est établi entre les murs dont le haut se confond avec l'infini de la nuit. Freddy Jacquier s'est tourné vers la rouquine pour demander « Vous allez de quel côté ?» Elle a fait un geste vers la droite en disant « J'habite rue du Bœuf ». Sans offrir de l'accompagner, il s'est mis à marcher à côté d'elle, au milieu de ces ruelles étroites que les chats traversent comme des flèches à la poursuite de gros rats couinants. De vagues silhouettes apparaissent parfois dans les lointains de brume qu'éclairent les réverbères et la lueur filtrant des rideaux sombres de quelques fenêtres. Ça et là, un poste de TSF laisse couler d'une traboule un air d'accordéon ou la voix d'une chanteuse. Tout paraît infiniment lointain dans cet univers feutré où flottent d'écœurants relents. Les talons de Sophie battent, accrochent parfois et grincent. L'homme du Labrador, sur ses semelles souples, marche du même pas silencieux que s'il foulait la neige fraîche des immensités. Ils ont tourné un angle, puis un autre, pour suivre à présent la rue Saint-Jean. Ils ont presque atteint la place du Change lorsque l'homme déclare « L'or, c'est vrai qu'on peut le ramasser à la brouette là-bas. Et pour un qui a déjà l'expérience du pays, c'est moins dur qu'on le dit. » Elle ne souffle mot. Simplement, elle s'est rapprochée à le frôler du coude. Faut voir, ce pays-là, c'est un monde. L'enfer. L'enfer, avec toujours la promesse du paradis. On ne peut pas imaginer. Il s'arrête de parler le temps de quelques pas, mais tout en lui montre qu'à l'intérieur, il poursuit sa quête sur cette terre lointaine. La clarté des étendues blanches éclaire son visage. La profondeur insondable des vastes plateaux se reflète dans le noir de son regard. Sur le lac Michicamo, on a fait près de 200 km à la recherche des Indiens d'Ascopie. Dillon comptait sur eux pour nous servir de guide. Moi, j'y croyais pas. J'étais pour qu'on prenne une autre voie de pénétration. Mais Wallace a une tête de pioche. Comme il faut toujours un chef dans une expédition, on s'était mis d'accord. En cas de litige, il l'emportait. Normal. La carte, c'est lui qui l'avait dressée avec les documents géologiques qu'un vieil Indien lui avait vendus à New York. Sans doute un qui avait fait la peau d'un géologue. Wallace avait payé recta. Le reste ne concernait pas. On n'est pas flics, aux tuniques rouges de faire leur boulot. Ils viennent d'atteindre le milieu de la rue du Bœuf, plus étroite et plus sombre encore que les autres. Un chien renverse à grand bruit une lessiveuse, d'où déferle vers la rigole un flot d'ordures. L'animal se sauve. Le silence est tel après ce vacarme que l'on perçoit nettement le grignotis des pattes griffues sur les pavés. C'est là, souffle la serveuse. Elle ne l'invite pas à entrer, mais elle ne fait rien qui exprime son intention de le laisser dehors. Il se frotte la barbe un instant avant de demander « Comment tu t'appelles ?»« Sophie. Sophie Marion. » Sans l'ombre d'une hésitation, il décrète « Tu t'appelleras Nelly. Je préfère. » La rouquine a un geste qui signifie qu'à ses yeux, ça n'a aucune importance. Comme elle ébauche un mouvement pour s'approcher de l'entrée d'une traboule, il lui prend le bras et l'oblige à faire face. Son regard est plus noir, plus dur dans la mauvaise lumière qui accentue ses traits. À voix basse, un peu sifflante, comme angoissé, il demande « Le Labrador, ça t'intéresse, toi ?» Nelly hésite. Son visage rond s'est légèrement creusé, son œil s'affole un instant, sautant d'un point à l'autre de ce visage qui doit l'effrayer un peu. Elle murmure comme pour chercher une excuse. « Est-ce que les femmes peuvent… » Il l'interrompt. « Pas question que tu fasses partie de l'expédition, c'est trop dur. Mais il y a un poste avec des maisons sur la côte. Northwest River Post, ça s'appelle. C'est là qu'on débarque en venant de Terre-Neuve. Faut qu'on y laisse quelqu'un pour s'occuper des réserves et organiser tout en notre absence. Ça, tu pourrais. Peut-être appeler du secours, si on est mal embringué. » Nelly hoche la tête. Freddy répète. « Ça, tu pourrais. Et tu aurais par égal du butin quand la mine serait exploitée. » Tout de même, souffle Nelly, c'est quelque chose. Et si loin, d'où Jésus ? Elle n'a formulé aucun accord, mais déjà, tout en elle exprime la soumission.
Chaque fois que l'homme prononce un nom comme St. John's en Terre-Neuve, James Bay ou encore Northwest River Post, son regard se noie dans l'inconnu. Ses paupières battent. Les ailes de son petit nez en pied de marmite frémissent, comme si elle respirait déjà ce terrible vent du Nord porteur de flocons acérés et de lames glaciales. Il faut un long moment de silence, avant que sa tête ne fasse oui, lentement. Non point comme un regret, mais au contraire, avec quelque chose de parfaitement assuré. De la même manière que s'il la poussait déjà vers la passerelle du bateau, le barbu la fait pivoter en direction de l'entrée qui ouvre sur une obscurité épaisse, d'où coulent des remugles de vaisselle et d'urée. Allons, dit-il. Et elle va en disant « Il n'y a pas de lumière, faut te laisser mener ». Le prenant par la main, elle le guide entre ses murs suintants, puis par un escalier en colimaçon qui n'en finit plus de se visser dans les hauteurs de la nuit. Il monte lentement, posant les pieds où la marche de pierre usée sont les plus larges. Enfin, ils atteignent un couloir où pénètre par une lucarne une vague lueur. Nelly s'arrête, lâche la main de Freddy et fait tourner sa clé dans une serrure qui claque comme une tapette à rats.